Salut Ophélia! Coucou les filles! Salut Ophélia. Voilà, et du coup, on va faire on faisait juste un petit tour de table pour démarrer qui était, c'est quoi le droit que tu te donnes aujourd'hui, puisque c'est le jour des droits de la femme, faut juste l'aborder. C'est quoi le droit que tu te donnes aujourd'hui? Le droit que je m'octroie. Kiffer le moment présent. Ah, j'aime bien qui fait le moment présent. Ok. Eh bien, vous êtes toutes les deux resplendissantes aujourd'hui. On va parler de ce sujet tellement important qui est celui de la vocation, parce que la plupart des gens sont tous en mode où ils se demandent, mais quelle est ma vocation? Comment Hmm. savoir quelle est ma vocation et comment exprimer ma vocation? Je pense que c'est important de parler un petit peu déjà de un peu c'est quoi la définition? Qu'est-ce que c'est qu'une vocation? Est-ce que Ophélia, t'as envie de te lancer un peu? Cash, allez. Ouais, pas de souci. La vocation, il y a beaucoup, selon là où on va la chercher, il y a beaucoup de définitions. À l'Église catholique, par exemple, de faire sa vocation, c'est choisir vers quelle voie on va aller. Donc, que ce soit prêtrise, les enfants de cœur, enfin voilà. Donc, selon là où on regarde, il y a un peu, nous, dans le développement personnel, c'est assez relié à la mission de vie, tout ça. Moi, personnellement, je pense que la vocation, c'est complètement différent de la mission. Parce que la mission, je vais la choisir. Et la vocation, c'est ce que j'ai vraiment au fond de moi. C'est dans mes tripes, en fait. Voilà, ça, c'est ma définition. Ah, c'est super intéressant. Maud, si tu avais une définition de la vocation, ça serait quoi? Alors, pour moi, la vocation, c'est quelque chose qui fait que tu vas te lever le matin, même s'il y a du vent, même s'il pleut, même si t'as pas du tout envie. La vocation, c'est ce qui fait que tu vas choisir tes défis. Ça rejoint un peu ce que tu dis, Ophélia, hein, mais effectivement, pour moi, la vocation, c'est vraiment quelque chose où je, c'est mes croyances, mais je pense qu'on s'est incarné sur Terre dans cette incarnation pour quelque chose et que ce quelque chose va toujours nous ramener vers lui, un peu comme un aimant, même si on dévie. Et du coup, avec le Human Design que tu m'as fait découvrir, Martine, j'ai aussi cette impression en tant que MG, que manifesteur générateur, qu'on a le droit d'avoir plusieurs vocations dans la vie et s'autoriser à un moment dire adieu ou au revoir ne plus mettre en avant une première vocation pour en expérimenter d'autres. Ouais, moi, je dirais que la vocation, moi, comme je le sens en fait un petit peu, c'est une forme un peu de prédestination. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il y a un truc qui est inscrit dans notre ADN, il est là et il demande qu'à se révéler. C'est d'ailleurs exactement le travail que fait Ophélia, entre autres choses, parce qu'elle fait plein de choses. Avec le Human Design, elle révèle les vocations des gens qui sont justement inscrites dans leur Human Design. J'ai eu le bonheur de passer entre ses mains. Et du coup, d'avoir cet élément qui m'a été vraiment révélé et qui m'a fait quand même beaucoup plaisir, j'avoue, hein, ça a flatté un peu mon ego aussi, mais qui était ce côté j'avais cette empreinte de leader en fait en Mhm. moi, qui était cette espèce de vocation de leader qui était à l'intérieur de moi. Et du coup, ça faisait beaucoup de bien de l'entendre et de le voir parce que pour moi, j'ai aussi une définition du leadership qui est on est au service des autres, on n'est pas à son service à soi. Il y a une vraie notion. Donc ouais, ce leadership doux et délicat et qui accompagne les gens et qui les aide à justement se révéler dans leur excellence d'une certaine manière. Donc oui, ça c'est vachement intéressant. Moi, j'aimerais vous poser une question. Alors j'aime beaucoup Tribu Furman, excuse-moi, je ne peux pas dire de bêtises. Pour moi, la vocation, c'est que tu aimes faire ce que tu aimes faire et pour lequel tu es naturellement doué. On est assez d'accord aussi là-dessus. Merci pour ta participation. Euh, En fait, il y a une question que moi je voulais poser et justement tu as commencé à l'aborder, Maud, un tout petit peu, qui est est-ce qu'on peut avoir plusieurs vocations dans sa vie? Alors Ophélia, la bombe, L'invité piégé. on te balance une patate chaude. Je l'attrape. Oui, c'est encore une fois, c'est une question de définition de qu'est-ce qu'on va mettre derrière ce mot vocation. Euh, en Human Design, il y a vraiment la vocation, c'est ce qu'on va chercher dans le Mars inconscient. Donc on n'a qu'une vocation, mais c'est ce qui va teinter tout ce qu'on fait dans notre vie. Donc c'est un peu ce que Tribu Furman disait, c'est ce qu'on est doué. C'est vraiment ce qui va teinter tout ce qu'on peut faire dans notre vie en fait. Et après on choisit de faire une mission ou une autre mission. Et en tant qu'MG, effectivement, on a beaucoup beaucoup de choses à faire et beaucoup de missions à droite à gauche éparpillées. Mais il y aura toujours le fond de la vocation, pourquoi on est venu sur Terre, qui est encore autre chose en Human Design hein, précisément que la croix d'incarnation. Donc il y a vraiment des termes pour chaque chose et de définir tout ça, ça peut aider à voir un petit peu sur pourquoi, vers quoi on peut aller. Moi, Mm.
J'aime bien ce que tu dis parce qu'effectivement, à mon sens, la mission, c'est plus la croix d'incarnation, c'est-à-dire un petit peu je dirais même que c'est un peu l'intrigue de sa propre histoire, la fille qui écrit aussi des livres. C'est un peu l'intrigue de l'histoire, en fait, c'est-à-dire que le fait d'avoir une croix d'incarnation, par exemple, moi j'ai la croix de l'inattendu, l'intrigue de ma vie, c'est clairement savoir faire face à toutes les choses inattendues, mais d'abord aussi beaucoup de créativité, beaucoup d'originalité, de sortir complètement des sentiers battus. Et je crois qu'il y a une vraie notion d'intrigue, mais qui ne fait pas la vocation, qui ne crée pas la vocation. La vocation, je pense qu'elle est inscrite dans autre chose. Si elle était inscrite dans quelque chose au Human Design, ça serait quoi? Le Mars inconscient. Mars inconscient, c'est ce que tu disais, d'accord. Et Oui. toi, Maud, un petit peu le côté de toi, de ton côté en tant qu'astrologue, si tu parlais de vocation, t'en parlerais comment? Alors moi, vous savez que j'adore Chiron. C'est une planète qui me fait absolument vibrer. Bientôt, je vais faire une masterclass sur le sujet parce que je me dis, allez, ne commençons pas par les trucs classiques. Je ne suis pas classique. Allez, Chiron, c'est génial. Moi, je mets Chiron à toutes les sauces. J'ai encore fait hier une lecture de thème amoureux pour une personne et je lui disais, ben pour moi, ton Chiron, c'est ça. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Et la personne était ouverte à ça et on en a parlé. Et en fait, pour moi, en fait, le Chiron c'est quelque chose qui va nous faire, comment dire, ça va nous mouvoir, qu'on le veuille ou non. Donc c'est quelque chose que j'aime bien cette expression. Dites-moi, j'atteste depuis 2 jours. C'est vraiment, c'est Chiron, c'est soit le sac à dos, soit le sac à bandoulière. C'est soit quelque chose que vous allez porter comme un fardeau, parce que c'est inconscient. Tu parlais du Mars inconscient, je sais pas si c'est un peu la même chose, mais cette notion de, en fait, c'est la plus grande blessure d'incarnation, ce Chiron, ce qui nous a fait le plus souffrir. Et en fait, c'est soit vous allez continuer inconsciemment à porter les blessures de ce Chiron et parce que vous n'en êtes pas sorti, soit vous allez le guérir et en le guérissant, vous allez aider les autres à en guérir. Et moi, je suis persuadée que ce Chiron, en fait, il est la source de notre vocation, que c'est même pas le milieu du ciel qui correspond à la vocation. J'en parle, moi, je suis on fire quand j'en parle. Je sais pas si vous le sentez. Le MG en feu. Ah oui, c'est ça, exactement. Effectivement, c'est sûr, parce qu'on parle du milieu du ciel, qui a la vocation à la carrière, mais pour moi, en fait, non, c'est ce Chiron, en fait, qui va vous mouvoir. Par exemple, Martine, toi, ton Chiron, on peut en parler? Oui, oui, je t'en prie. Donc toi, ton Chiron, effectivement, de mémoire, il est en taureau. Et du coup, il était. Alors, la maison, tu t'en souviens? De tête, je n'ai plus, mais effectivement. Je crois que c'est Maison maison 6 ou 7. non, 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 maison maison 2, 2, maison 2. j'ai Maison une 2, bêtise. effectivement, donc tu parlais de la croix inattendue aussi, mais du coup, toi, tu vas dans ta vie beaucoup être challengé sur les possessions, sur aussi le physique, etc. Et en même temps, sur la valeur personnelle, sur l'amour de soi. Et en faisant tout ce travail de te réapproprier l'amour de toi-même, de te réapproprier ta valeur en disant personne n'a le droit de piétiner ma valeur, je sais ce que je vaux et je vaux en bip. Effectivement, du coup, je pense qu'il y a cette notion de, en reprenant tout ce pouvoir personnel sur justement ton corps, ta valeur personnelle, ce que tu vibres et qui tu veux être, et ben ça, effectivement, tu vas pouvoir aider les autres à faire ce chemin. Je sais pas si ça te parle. Non, ouais, tout à fait. Voilà. Et du coup, c'est ce Chiron qui, alors je sais pas en termes de vocation, mais ça va être par l'écriture, par les livres que tu écris, ça va être par effectivement par le coaching, les gens que tu accompagnes pour développer justement leur pouvoir personnel, tout ça. Après, ça peut prendre plusieurs médias, mais la source, elle va être là. Et pour moi, c'est ce Chiron. Et toi, si on peut parler de ton Chiron aussi, Ophélia, si tu es d'accord? Oui, bien sûr. Toi, il est aussi en taureau et il est en maison 8. Donc toi, je pense que tu dois aussi accompagner des gens qui vivent des épreuves, des grandes transformations, des gens qui justement à des moments sont perdus et ont besoin de vivre ces morts symboliques pour renaître. Et c'est beaucoup lié à l'ésotérisme. Donc j'imagine que tous les outils un peu magiques, un peu ésotériques, ça doit être ta cam. Et du coup, pareil, toi, c'est aussi sur cette notion de taureau. Donc il est en taureau, donc aussi cette notion de d'aider les autres à reprendre aussi leur pouvoir personnel, à reprendre conscience de leurs valeurs, reprendre le pouvoir sur leur propre corps, sur leur possession, s'autoriser à avoir des choses, etc., etc. Voilà. C'est fou comme c'est juste. Et je me souviens quand j'avais découvert l'astrologie tout au début, j'étais très en colère parce que je me suis Ah, dit merde, tout est écrit, on peut rien changer, on n'est pas maître de notre destin. C'est des étoiles là qui foutent le bordel dans notre vie et voilà, on n'a pas le choix. Mais c'est fou comme c'est juste. Après, j'imagine que c'est juste parce que on a beaucoup, enfin moi j'ai beaucoup travaillé sur moi et du coup je suis alignée peut-être et que du coup il y a des personnes, c'est peut-être moins juste. Je sais pas trop comment ça se passe l'astrologie, on n'a pas le choix. Mais c'est vrai qu'en HD, plus ou moins, si on a déjà travaillé sur soi, eh mhm. ben, on va plus ou moins s'aligner et du coup, ça va être plus ou moins juste. Et ça, je trouve que c'est, ouais, moi, ça m'épate à chaque fois comme ça tombe juste.
que Je ce pense soit. je pense qu'il y a un truc qui est, on a beau avoir des tas de choses qui vont être déterministes avec nous, on a quand même beaucoup de choses qui vont nous déterminer et qui vont nous dire, bah voilà, je suis comme ci et comme ça, et du coup on a l'impression que ça peut nous limiter. Et effectivement, bah, toi et moi on le sait, en particulier Ophélia, en plus on est projecteurs, nous en Human Design, et la stratégie du projecteur, c'est celui d'attendre l'invitation. C'est difficile d'attendre l'invitation, c'est-à-dire de pas être en mode où tu peux pas lancer des choses de la même manière qu'un générateur ou qu'un manifesteur générateur. Il n'y a pas la même capacité d'initier, il n'y a même pas la même capacité que le manifesteur. Donc c'est assez frustrant, ça peut créer de la frustration, ça peut créer de l'amertume justement, qui est un peu notre en soi aussi. Et tu me corriges hein, si je dis des bêtises, hein. C'est toi la spécialiste du human design, je connais, je touche du doigt, euh, mais voilà. Mais je pense que c'est aussi une bonne chose. C'est-à-dire que en termes artistiques, quand on veut développer quelque chose, quand on veut avoir une vraie capacité de développer quelque chose, il faut partir avec une contrainte. Une contrainte, c'est celle qui va permettre de donner un véritable guide dedans. C'est-à-dire si je te dis vas-y dessine-moi quelque chose, tu sais pas. Si je te dis dessine-moi quelque chose au crayon à papier sur une feuille en plus de papier noir, donc avec un crayon papier qui est gris, ça va être vraiment quelque chose où la contrainte va être extrêmement forte. Il va falloir jouer avec la lumière, il va falloir jouer avec des reliefs, etc. Si je te dis écris-moi quelque chose, tu me diras je ne sais pas. Si je te donne 3 mots pour te créer un thème en fait pour écrire, et ben là tout de suite cette contrainte elle va permettre de créer donner de la créativité pour de vrai. Donc la contrainte, d'une certaine manière, elle est créative. Donc cette vocation, des fois ce déterminisme, qui des fois peut être frustrant, il peut avoir au contraire un aspect formateur. Si je pousse sur une main comme ça, et qu'il n'y a pas de résistance, eh ben, je m'ennuie, j'ai aucun intérêt à le faire. Alors que si une certaine résistance dans la vie, on a quelque chose qui peut se développer. Ben, c'est un petit peu la même chose à mon sens sur cette forme de déterminisme. Vous êtes d'accord? Si tu Moi, veux, Ophélia, vas-y. ouais, je ressens bien ta croix de l'inattendu qui t'a qui t'a drivé comme ça, ou si s'il n'y a pas ce truc, moi, si ça coule dans le flot, ça me va, tu vois. Mais, mais je vois bien que ta croix de l'inattendu, là, du coup, elle te challenge un peu, vu que tu as la porte 28 où il faut qu'il y ait du, un peu de jouer comme ça. Ouais. Mais j'aime bien ta vision de la chose. Moi, ce que je remarque aussi, c'est que j'aime beaucoup les mots. Et du coup, j'aime beaucoup définir exactement ce que ça veut dire quand on utilise des mots. Je suis Mhm. assez pointilleuse sur les mots et je me rends compte que les mots ne veulent pas dire la même chose pour tout le monde. Donc, ce que tu vas me dire au niveau de mon chiron, je vais l'entendre avec mes propres filtres, mes propres biais Mhm. de tout ce que j'ai vécu déjà dans le passé. Mais finalement, je vais en faire complètement autre chose que quelqu'un qui aurait le même chiron que moi exactement. Et ça, c'est là où je me suis dit, ben oui, il y a les étoiles, il y a tout ce qu'on nous a donné, on a prédestiné, mais finalement, comment moi j'ai été élevée, comment j'ai été formée par la vie quelque part, et ben je vais en faire tout autre chose, et ça m'appartient quelque part. Donc Ah, pour ça, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Le truc de pousser, moi, c'est le truc euh, de te couler dans le flot de ce que la vie m'envoie plutôt, tu vois. Mais j'ai pas ta croix de l'inattendu, donc c'est clair. Et Et toi, Et t'as une dominante lunaire aussi. Ouais, merci, merci. T'as une dominante lunaire aussi, Ophélia. Donc, du ouais. coup, toi, ce qui va être plutôt porté par le rêve, par l'imaginaire, par le monde intérieur. Et t'as ce qu'on appelle comment dire, excuse-moi, t'as une carte avec un destin planétaire qui est en saut. Donc, t'as beaucoup, effectivement, de planètes dans tout ce qui va être zone, comment dire, nord. Donc, tout ce qui va être lié plutôt à l'intériorité. Tu vois? Donc, beaucoup de choses Mhm. d'intériorité, là où Martine est plus dans l'hémisphère sud. Donc plus tourné vers le public, tu vois. Et moi, je suis à l'est. Donc moi, je pense à moi parce que je suis un bon lion et je me développe. Et en même temps, en me développant, hop, j'amène ça dans le collectif pour dire, hey, ça marche, les gars, venez. Trop bien. Voilà. Donc du coup, par rapport à ce que tu dis, ce que vous dites toutes les deux, déjà en astrologie, on considère, d'un point de vue proba, qu'il y a environ une vingtaine de jumeaux astro. En fait, Hmm. par date. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, tu as une vingtaine de personnes qui naissent avec exactement les mêmes caractéristiques. Mais exactement. Et en fait, sur ces jumeaux astro, en fait, en gros, tu vas avoir des personnes qui vont avoir du mauvais déterminisme, malheureusement, c'est-à-dire le milieu familial dans lequel ils sont nés, le conditionnement. Tu parlais du langage, il y a des personnes qui sont peut-être faites pour être écrivain, professeur ou autre. Bah, si naissent dans une famille où c'est vraiment des familles très pauvres, où effectivement, tu vois, il n'y a pas du tout d'accès au Hmm. langage. Peut-être qu'ils vont soit faire ce chemin d'aller vers ça, soit peut-être qu'ils vont peut-être jamais le faire, tu vois. De la même façon, quelqu'un qui est peut-être fait pour être artiste, s'il naît dans une famille qui est extrêmement, encore une fois, tournée vers la science ou tournée vers, bah non, artistique, c'est des farfelus hippies, tu vois, il va peut-être jamais développer son don, comme peut-être son chemin sera de casser le chemin familial et d'accepter peut-être même de vivre la douleur d'une rupture familiale pour vivre son don, tu vois. Hmm. Donc, il y a un peu de ça aussi qu'on voit en astrologie, un peu le parcours du héros.
un autre sujet qu'on avait traité avec Martine aussi, avec un autre invité. Cette notion aussi de, voilà, donc tu vois, on parle du principe qu'il y a du déterminisme qui peut être douloureux et un bon déterminisme, comme vous le disiez toutes les deux, qui est qu'on va de toute façon être amené à vivre ce qui nous fait absolument vibrer et que ça va nous rendre heureux. Donc quelque part, pourquoi s'empêcher de vivre ce bon déterminisme de voilà, Martine est une excellente écrivain, une excellente coach, toi Ophélia tu es une excellente guide pour justement amener les gens à vivre leur vocation et à développer leur feu intérieur, leur déesse intérieure. Et moi, j'espère être une super astrologue qui permet aux gens justement de reprendre le pouvoir personnel. Donc tout ça, effectivement, ça nous fait vibrer. C'est ce qui fait qu'on se lève le matin, c'est ce qui fait qu'on va bosser quand on a la migraine, c'est ce qui fait qu'on va supporter des haters, qu'on va effectivement tout donner pour vivre notre passion, et que ceux qui nous écoutent, celles qui nous écoutent, font exactement la même chose avec ce qui les fait vibrer. Voilà comment moi je vois les choses. Super. C'est hyper intéressant. Je vais juste revenir, il y avait quelques commentaires qui étaient aussi très intéressants. Et Marine Lecroix, qui est notre photographe, qui a déjà été invitée à cette émission, merci beaucoup de la participation. Si vous voulez voir son émission, elle est assez chouette, qui parle justement de la définition qui est intéressante de la vocation, qui est un mouvement intérieur par lequel on se sent appelé par Dieu, avoir ou ne pas avoir la vocation, ou inclination, penchant pour une profession ou un état. Et effectivement, comme elle le disait, c'est un truc on parle beaucoup de cette divinité, quoi, d'une certaine manière. Et puis on a aussi Bien-être à Massage qui nous a partagé la vocation est recevoir et transmettre ce qui nous anime et nous permet de nous élever dans ce que l'on a de meilleur en nous. Moi j'aime beaucoup cette définition, c'est une très définition d'aller chercher son excellence à l'intérieur. Je kiffe beaucoup cette définition. Moi je suis un peu, j'ai mis longtemps en fait à trouver ma vocation. Euh, comme certains le savent, j'ai eu une carrière avant de faire du coaching. J'ai une carrière dans l'informatique. C'était pas du tout ma vocation, même si j'étais assez douée dans ce que je faisais. Et il y a eu souvent cette question de mais qu'est-ce que je fais là? Et je pense que j'ai un moment où j'ai envie de dire qu'est-ce qui fait qu'on peut repérer, et donc là c'est ma question, qu'est-ce qui fait qu'on peut repérer qu'on n'est pas du tout dans sa vocation? Ouais, c'est hyper intéressant. Si on reste dans le fait que vocation, c'est quelque chose qu'on a au fond de nous et pas qu'une mission, hein, parce que du coup, avec cette vocation, on va pouvoir faire plusieurs métiers. On est d'accord là-dessus. Quand on va aller regarder justement ce Mars inconscient, ça va nous donner la porte qu'il y a, ça va nous donner des indications. Moi, je vais vous prendre mon exemple, comme ça va être concret, et puis je la connais bien, donc j'ai bien cheminé avec. Moi, mon Mars inconscient, c'est la porte 46. C'est la porte dans sa plus haute expression de l'extase du corps, prendre soin du corps, et dans sa basse lumière, donc on peut dire dans l'ombre, c'est le sérieux. Et moi, j'ai longtemps cheminé avec ça, parce que du coup, pour moi, extase du corps, j'entendais sexualiser. Et j'étais restée focus là-dessus, et je me disais, mais qu'est-ce que ça vient faire dans ma vie? Alors, il faudrait que je fasse quoi? Que je sois coach en sexualité, ou alors que je devienne travailleuse du sexe. je réfléchissais vraiment là-dessus, sur cette extase du corps est égale à la sexualité. Ça ne rentrait pas dans mon moment. Et puis, ce sérieux. Alors, ça veut dire quoi? Que ma sexualité est trop sérieuse? Il faudrait que je fasse tout le Kama Sutra? Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Et jusqu'au moment où la vie a fait que j'ai pu expérimenter du coup cette blessure sacrée qui est le sérieux, qui était dans mon ombre, et que j'ai pu goûter à ce que c'était l'extase du corps et le plaisir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans ma vie jusqu'à présent, quand je me suis fait plaisir, c'était toujours parce qu'il y avait besoin. Donc, je vais vous donner un exemple. J'ai fait un processus de massage où je me suis allée me faire masser tous les mois. Et ben, c'était pas pour me faire plaisir, c'était pour guérir mon corps quelque part et pour lui apprendre à se détendre. Il y avait une recherche thérapeutique derrière. Il y avait un besoin. Il y avait quelque chose de sérieux. Et toute ma vie comme ça, elle a fait que tous les plaisirs que je m'octroie, c'était sérieux. Et en fait, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais c'est hallucinant, quoi. Toute ma vie, je ne sais pas kiffer. Je ne sais pas me faire plaisir, juste comme ça, pour me faire plaisir. Et du coup, ça a été la révélation. Et en fait, aussi, ce que je me suis rendu compte, c'est que dans mes accompagnements, dans ma recherche tout le temps de ce que je fais, il y a cette notion de plaisir. Moi, quand j'accompagne quelqu'un, si je lui dis, si ça te fait pas plaisir, ça dégage. Et pourtant, pour moi-même, c'était très compliqué de le mettre dans ma vie tous les jours. Donc là, dans tout ce qu'on a partagé, il y a aussi cette notion de c'est plus grand
que tout ce qu'on pourrait faire après. Évidemment que ça teinte mes accompagnements, cette histoire de kiff, et de plaisir, mais c'est pas ce que j'en fais en fait. Donc voilà, c'est vraiment ouais, c'est subtil en fait, et ça demande à être un petit peu Donc, cherché. ouais. Donc quelque part, ce que tu dis, c'est que quand on n'est pas dans sa vocation, c'est qu'en fait, on n'est pas en train de kiffer. Il y a cette notion de plaisir, en fait, qui est absente, en fait, qui est dans ta perception. Si on n'est pas dans sa vocation réellement, si on veut vraiment se faire un auto-check, c'est de se demander est-ce qu'on se fait plaisir, est-ce qu'on kiffe, hein. Ça, c'est pour moi. Ok. Mais toi, par exemple, Martine, j'ai regardé, tu as la porte 5 dans ton Mars inconscient, qui n'est pas du tout la même que la mienne. Et donc, du coup, c'est la porte des rythmes fixes, sagesse du temps, des cycles, les routines. Donc, tu as énormément besoin de routine, de mettre ces choses en place. Et dans son ombre, ça peut être des problèmes avec tout ce qui est inattendu. Et c'est très drôle avec ta croix d'inattendu. Challenge. Tu vois. Voilà. Donc voilà, j'ai rigolé hein, quand j'ai vu ça. Je me suis dit ah ouais, elle va travailler ça toute sa vie. En plus, elle a sa croix d'incarnation qui en rajoute une petite couche. Mais voilà, tout ce qui est rythme fixe pour toi, ça va aussi de comprendre que la vie, elle a un certain cycle et que peu importe ce qui se passe d'inattendu, et ben le cycle il continue en fait. Et il y a cette sagesse et la forêt peut brûler, bah il y aura toujours le printemps, l'été, l'automne et c'est un peu ça, tu vois. Donc malgré l'inattendu, qu'est-ce que je fais dans mes rythmes fixes? Donc ça, c'est pour toi, par exemple. Et pour Maud, j'ai regardé, c'est la porte 20, donc la porte du moment présent. Ok. Et pour toi, ouais, donc évidemment, être toujours dans ton moment présent. Et on en avait discuté, je crois, et tu disais, oui, j'ai toujours tendance à être un petit peu dans le futur ou un peu Dans le dans le passé, passé. ouais. Ah ouais, bah tu vois, ça c'est voilà, ta vocation, ce serait ça, ce serait dans ta plus haute lumière, ce serait de rester dans ton moment présent en fait, et Ah, de Martine faire m'a dit tellement pour confiance, merci. C'est vrai. ouais, de faire confiance que tout arrive au bon moment en fait. Ah, merci. Ouais, Merci, effectivement, parce qu'en plus, Martine me challenge beaucoup là-dessus en coaching. Merci, les filles, parce qu'effectivement, j'ai beaucoup de mal à le faire. Et c'est vrai que Martine me disait beaucoup que c'était ce moment, effectivement, et le plaisir qu'il fallait que je retrouve pour pouvoir créer, effectivement, ouais. Bah, merci Ophélia ouais. merci pour ce cadeau de m'avoir lu, effectivement, ma porte. C'est sympa. Magnifique et merci beaucoup et du coup c'est assez intéressant parce que ça permet un petit peu de donner une perspective sur ce côté de quand on sait pas qu'on est dans sa vocation. Maud, si toi-même tu avais un point de vue sur le sujet, comment on sait qu'on sait pas qu'on n'est pas dans sa vocation? Bah, justement, je trouve ça très intéressant ce que vous avez dit toutes les deux. Et en fait, déjà, je fais juste une mini aparté. En fait, tu vois, on parlait de ton chiron, comment dire, Ophélia. Et justement, le chiron en taureau, c'est guérir la blessure, c'est justement se réapproprier le plaisir. Parce que le taureau, c'est lié aux cinq sens, au plaisir. Et quand on a un vécu qui fait on nous a traumatisé par rapport au plaisir, quel que soit le sujet, et par rapport au corps et les cinq sens, bah du coup, tu vois, le fait de se réapproprier son plaisir, comme tu viens de dire, de guérir ça et d'aider les autres à guérir. Donc quand je t'entends et que tu dis, toi, le kiff, c'est dans le cœur de ta pratique et tes clientes, ce qui est important pour toi, c'est qu'elles soient dans le plaisir. Tu vois, pour moi, c'est ce chiron guéri pour toi. Et tu transmets justement cette clé de guérison aux autres, tu vois. Donc voilà, je fais juste cette aparté-là par rapport à ce Ah chiron, ouais. justement, qui pour moi est très lié à la vocation. Et par rapport à cette question de vocation, il y a vraiment cette notion, selon moi, comme tu disais, Martine, pareil, moi j'étais un très bon petit soldat, chef de projet pendant une période de ma vie, et en fait, à un moment, j'appelle ça un rappel d'âme. Je pense que mon âme m'a dit, voilà, en tant que MG, je me souviens, à 23 ans, j'ai commencé à bosser la mort dans l'âme dans la gestion de projet en informatique en me disant, dans 10 ans, je me reconvertis. Et j'y ai repensé il y a pas très longtemps après un coaching avec Martine où je me suis dit, en fait, c'est marrant, hein, le MG, comme ça marche bien, le fait de projeter des dates. Parce qu'en fait, je me suis dit ça à 23 ans, comment dire, à 32 ans, petit début de burn-out. Et en effet, à 33 ans, j'étais partie pour me reconvertir dans les bénisseries qui était une de mes passions liées à ma vocation. Et donc, du coup, c'est drôle de se dire qu'en fait, voilà, il y a eu ce moment de, ok, j'étais vraiment pas bien là-dedans, mais par contre, comme Martine, j'étais bonne. Et je pense que du coup, ça a maintenu le truc parce que c'est pas comme quelqu'un, voilà, j'étais bonne. Moi, j'étais bonne, Ophélia. On est toutes bonnes. On est On toutes est bonnes. toutes super bonnes. On est toutes bonnes et toutes pimpées aujourd'hui. Effectivement. Et en fait, c'est vrai qu'il y avait cette notion de, en fait, comme j'avais pas ce côté, comment dire, où j'étais en échec dans le boulot, où je vais me remettre en question, j'ai pendant 10 ans, mais je pense qu'il y avait cette intention que j'avais posée quelque part, qui venait du cœur, pour le coup. On parlait du moment présent, du cœur, du kiff.
à 40 ans, je me vois pas là-dedans. Je vais mourir, quoi. Je vais me jeter sous un métro. Enfin, vraiment, c'était le truc de mon petit côté drama queen. Hein. Enfin, voilà. En mode, ça va pas être possible. Et donc, du coup, par contre, j'ai eu ce rappel d'âme, où il y avait ce truc de non. Et ça s'est produit. Voilà, ce côté, je pense que dans ma vie, il y a quelque chose qui s'est mis en place. J'ai eu une mission tellement horrible à la fin que, c'est juste ce choix à faire entre, voilà. Donc, donc il y avait ce moment de, ok, il n'y avait pas de kiff dans ce boulot, mais j'étais super douée. Et par contre, ce que j'en ai extrait comme compétence, aujourd'hui, je peux le mettre en pratique dans ce que je fais. Donc voilà. Mais tout ça pour dire que la vocation, en effet, c'est très lié au plaisir. Je suis tout à fait d'accord avec vous deux. Je vous rejoins. Et cette notion, pour ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous écoutent, de se dire, c'est pas parce que vous êtes bon dans ce que vous faites que c'est pour vous. Écoutez-vous. Moi, j'avais un truc pour déterminer que j'étais pas dans ma vocation quand j'ai vraiment eu le déclic de voici le truc dont j'ai absolument besoin dans ma vie. Si je ne me marre pas, si je ne suis pas en train de rigoler, s'il n'y a pas un truc qui me fait marrer, s'il n'y a pas des choses qui vraiment provoquent le rire, et vraiment le rire qui est lié à cet aspect vocation, si ça me fait pas rire, si ça me fait pas marrer, il n'y a pas cette envie presque d'étouffer, parce que le principe du rire, c'est de s'étouffer soi-même. Hein. Bref, si j'ai pas ce truc qui vient me mettre ce rire en fait aux lèvres, bah, je suis pas au bon endroit. C'est-à-dire que tout endroit qui était incroyablement sérieux, et tu vois, c'est là où je me retrouve aussi, Ophélia, c'est ce côté où tout ce qui était trop sérieux, ça n'allait pas. Il fallait que je trouve en fait la chose qui était drôle derrière tout ce que je faisais. Et si j'étais obligée d'être la seule qui rigolait, c'est-à-dire que j'étais vraiment la seule qui rigolait, j'étais pas à ma place. Si les autres se mettaient à rire avec moi, s'il y avait des gens qui me faisaient rire, s'il y avait des choses qui me faisaient rire, alors là, je savais que j'étais au bon endroit et avec la bonne personne. Yippie matin, c'est un peu au côté où je sais que c'est un truc qui me plaît parce que c'est un endroit où on se marre, on dit des conneries, on traite des sujets sérieux de façon pas très sérieuse. Mais justement, le rire, c'était vraiment un espèce de déclencheur pour moi de cet appel de vocation, en fait, de là où c'était. Enfin, je savais que j'étais pas la bonne place, tout simplement, que cette vocation, elle était pas là. S'il y avait pas du rire dans ce que j'allais faire, ça allait être chiant. Même quand j'écris, dans ce que j'écris dans mes livres, j'y mets des notes d'humour parce que j'ai besoin, en fait, de mettre cette partie qui est drôle. Même dans mes vidéos, dans mes podcasts, dans tout ce que je fais, s'il y a pas un côté un petit peu rigolo, un peu provocateur, ça m'ennuie vraiment. On va dire les mots clairement, ça m'emmerde. Disons-le clairement. Disons-le clairement, effectivement. Et c'est un peu c'est pour ça que j'avais un peu envie de vous poser cette question de cette vocation, parce que je pense qu'il y a des gens qui aussi se posent cette question. Je vais aller un tout petit peu plus loin. Est-ce que il est trop tard pour révéler sa vocation? Non, je pense pas. Trop tard pourquoi? Une fois qu'on est mort, c'est trop tard. Mais sinon, non, je pense qu'il n'y a pas. Et comme dit, il y a ce temps aussi de préparation. J'imagine qu'il y a un temps de préparation pour vraiment que la vocation, on en prenne conscience et qu'elle éclot. Après, voilà, le cheminement de tout le monde, on n'est pas tous, on va pas tous à la même vitesse. Mais je pense qu'il faut aussi du temps pour trouver sa vocation et puis pour cheminer là-dedans. Pour moi, il y a pas de, c'est pas trop tard. Jamais. Je suis assez d'accord avec toi. On peut même faire une espèce d'écho de est-ce qu'il est trop tôt pour entrer dans sa vocation? Des enfants qu'on met directement, je sais pas moi, au piano, ou qu'on met des enfants directement à certaines pratiques sportives, etc. On peut traiter le sujet de Venus Williams, etc. Enfin, d'avoir ce côté un peu. Est-ce qu'on peut dire que la vocation, elle apparaît trop tôt ou trop tard? Je dirais qu'à mon avis, la vocation, elle apparaît au bon moment. Maud, qui a un peu ce côté instant présent et un peu ce côté croix de la contagion, elle arrive au bon moment, et un peu ce côté de elle tombe quand il faut. Je pense elle est un peu d'accord, c'est-à-dire que ça tombe quand ça tombe. Moi, j'ai eu des clients qui sont venus me voir. J'avais un client, il avait 73 ans et il a trouvé sa vocation assez tardivement. Et c'était ouais, il avait une cinquantaine d'années justement quand on en parlait et il continuait à se perfectionner alors qu'il avait encore 73 ans. Il faisait du coaching à 73 ans, ce qui est merveilleux. Très beau. Oui, bah, je suis d'accord avec vous. Et de la même façon, je trouve ça très intéressant parce que moi, j'ai quelqu'un qui a toujours été mu par l'envie de réussir, mais avec aussi à la fois une empreinte narcissique personnelle hein, par rapport à mon thème et ce que je devais travailler, mais aussi par rapport à mon chemin familial et du coup, est-ce que je pensais qu'on attendait de moi ou ce que j'avais retenu qu'on attendait de moi. Et du coup, tu vois, il y a eu tout ce truc de décrassage aussi. Et bon, vous savez qu'en human design, je suis profil 4-6 comme toi, Martine. Et cette notion, et comme toi, Marine, qui nous écoute, effectivement, il y a cette notion de vraiment, comment dire, j'ai accepté que le succès va prendre du temps. Et le succès qui fait qu'on en vit pleinement, qu'on est complètement épanoui, qu'on est vraiment complètement écouté, reçu, entendu, voulu par rapport à ce qu'on fait. Et en même temps, tu vois, c'est vrai que le fait d'avoir accepté ça en human design, bah, fait que je continue chaque jour, hein,
compte chaque jour, mais avec cette notion d'acceptation comment dire, que ça va prendre plus de temps que certains succès fulgurants. Tu l'énonçais justement, Martine, il y a des gens comme Payanotis, alors je suis désolée, j'écorche complètement son nom, Panayotis Pasco. Vas-y, merci, tu peux continuer. merci, qui est absolument excellent, qui a tout flambé enfin, pardon, qui a flambé les planches à la vingtaine et qui est absolument excellent, qui est un génie. Et en fait, c'est un peu accepté qu'on ne peut pas, enfin, que chaque parcours est unique et qu'il y a des parcours qui vont se révéler un petit peu plus tard, mais que chaque parcours a justement son intérêt. Donc c'est en termes d'amour de soi, de confiance en soi, c'est vraiment de tirer, ok. Par contre, tirer qu'est-ce qui est important de son parcours, même s'il prend du temps. En plus qu'on parle de temps. Et par contre, ce que tu dis, Ophélia, c'est dès qu'on a cet appel d'âme, moi j'appelle ça comme ça fait un peu mythique, mais on peut l'appeler autrement, mais ce rappel de vocation, ce rappel d'âme, ce rappel que on n'a pas de temps à perdre non plus. Donc ce moment où on arrive à raccrocher sa vocation. Après, il y a aussi un truc, hein, ça dépend du contexte. Tu vois, il y a des personnes qui sont mères de famille, parfois mères de famille célibataires, qui peuvent avoir une vocation qui les appelle, mais c'est pas le moment de tout lâcher et de partir une vie de bohème. Donc, tu vois, il y a aussi cette notion d'accepter que peut-être il y a différentes vocations qui s'entremêlent. On peut avoir une super vocation d'être maman. Le contexte fait qu'on est maman célibataire et que pendant quelques temps, il y a peut-être un travail sur soi à faire sur, ok, j'ai envie d'embrasser cette vocation personnelle, mais en même temps, cette vocation de maman, j'ai envie de la mener à bien. J'ai pas envie de mettre mes enfants en difficulté pour pouvoir moi vivre mon propre kiff. Donc, il y a plein de voilà, il y a plein d'exemples différents et je pense que c'est un sujet qui est absolument personnel, mais en même temps, chacun, je pense, est quand même mu par cette vocation. Et après, c'est comment on peut raccrocher, quoi. Mais je pense que la maman aussi, elle peut avoir cette vocation, même si, tu vois, si vraiment c'est son empreinte, on n'a pas forcément besoin que ce soit un métier, du coup, cette vocation. Elle pourrait très bien, si maintenant on prend ton exemple du moment présent, tu peux le vivre tout le temps. Il y a pas forcément besoin que ça devienne un métier, en fait, une vocation. Mhm. Et, euh, et si on est très doué, par exemple, en piano, on n'est pas obligé de devenir pianiste, en fait. Et on pourrait Mhm. très bien, je sais pas, devenir boulanger. La vocation, pour moi, c'est pas à transposer dans un métier, mais par contre, ça va teinter tout ce que tu fais dans ta vie. Mais vraiment, j'ai envie de dire, au-delà de toi, en fait, c'est pas toi qui le choisis. Moi, j'ai tout dans tous mes souvenirs, c'était hyper important de prendre soin de mon corps, en fait. Mhm. Et je recherchais toujours à ce que mon corps il soit en bonne santé, j'ai besoin que ça soit agréable quand je porte des choses. Tu vois, cette Mhm. extase du corps, elle est tout le temps et j'en fais pas forcément un métier. C'est sûr que c'est plus simple parce que bah, du coup, ça nous permet du coup d'être excellent là-dedans puisqu'on est à cette recherche tout le temps. Mais je pense qu'on peut s'épanouir dans notre vocation, même si on est une simple maman au foyer. Et j'ai été de Je longues crois qu'il années n'y a pas au de foyer. simple maman au foyer. Je pense qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de simple maman au foyer. Je pense qu'il y a des mamans et qu'il y a des mamans qui Oui, font différentes choses, mais je pense que le terme simple maman au foyer, ça n'existe pas. C'est pas simple du tout d'être maman au clairement. foyer. Je pense que c'est un métier qui est tellement incroyablement difficile, pour lequel il n'y a pas beaucoup de reconnaissance. Pour les journées des droits de la femme, je pense que ça mérite d'être notifié encore plus. Tout à Mais oui, fait. oui, la vocation de maman, je pense que c'est même pas simple, hein. Je pense que c'est vraiment quelque chose de difficile. C'est d'ailleurs un choix que moi j'ai pas fait. J'ai pas eu l'envie d'avoir des enfants. J'ai pas eu ce truc qui m'a taraudé et qui m'a travaillé. Mais je reste admirative de ceux qui choisissent de faire ce choix et qui choisissent de faire ce choix à part entière, hein. Voilà. Donc voilà. Une tribu femme qui a validé. Il n'y a pas de simple travail des mamans. On est d'accord. Moi, il y avait un petit peu un truc que tu as dit j'ai trouvé ça super intéressant. Tu as dit justement que la vocation, elle n'était pas forcée d'amener à un métier. Mhm. Je suis assez d'accord sur ce sujet-là. Par contre, il y a un moment donné où la vocation, on n'y peut rien. C'est un espèce de truc intrinsèque qui nous pousse énormément. Moi, j'avais une vocation d'écriture qui était vraiment quelque chose qui me taraude depuis l'enfance. Mhm. Si j'agissais pas sur ce sujet-là, si moi-même je me mettais pas à écrire, je pense que j'allais mourir, quoi. Il y a vraiment un côté, j'ai l'impression de me sentir mourir à l'intérieur. C'est-à-dire que si tu révèles pas ton espèce de flamme divine de ta vocation, si tu ne passes pas dans ta vocation, si tu ne te laisses pas porter par ta vocation, et ben d'une certaine manière, il y a quelque chose qui s'éteint en toi. Moi, j'avais vraiment l'impression
de m'éteindre en fait si je passais pas par ce truc-là. Je sais pas si je peux en faire mon métier à part entière. D'ailleurs, c'est peut-être pas ma volonté non plus. Mais c'est ce truc-là pour lequel j'avais une vocation. Écrire, c'était un truc que je savais faire. C'est un truc que j'ai fait toute ma vie. Dans tous mes métiers, on a un peu exploité d'une certaine manière. Donc c'est présent, c'est là. Et si j'avais rien fait avec, c'est-à-dire que si je suis privée d'écrire, c'est une souffrance. C'est une véritable souffrance pour moi. Donc je pense qu'il y a une notion aussi dans le côté vocation qui est celui de faire appel à ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait nous sentir vivants, nous sentir intenses. Hein. Je pense qu'il ne faut pas aller trop à contradiction de sa vocation. Si une personne, elle veut des enfants et qu'elle rentre dans une relation, qu'elle a une vocation de maman, pour revenir à ce sujet de maman, et qu'elle rentre dans une relation où la personne en face lui dit je veux pas d'enfant, bah je suis désolée, il faut accepter l'idée que c'est incompatible hein, comme relation. Il faut trouver quelqu'un qui a envie de te laisser révéler ce qui est ta vocation. Je pense que quelqu'un qui en plus étouffe ta vocation dans la relation, c'est une relation qui devient un petit peu toxique, donc qui devient un petit peu maladroite, Mhm. quoi. Ouais. Super intéressant, hein. Super intéressant parce que tu vois, par exemple, enfin, justement, cette notion de feu sacré, tout à fait d'accord avec toi. Et je parlais aussi de qualité, enfin, qualité ou dans le sens compétences qui vont derrière. Parce que par exemple, je vois quand j'étais chef de projet, il y a toute une partie de ma carrière où ça s'est aussi bien passé parce que j'étais dans cette volonté d'amélioration qui est quand même très liée à ma vocation, hein, le fait de faire du feng shui pour aider les gens à améliorer leur intérieur et à améliorer du coup leur quotidien avec l'astrologie, aider à mieux s'aimer, mieux se connaître, etc. Donc voilà, cette notion d'amélioration c'est vraiment pareil quand j'ai du pardon de l'ébénisserie pardon, c'était l'objectif c'était d'aider les gens à avoir des beaux meubles chez eux donc qu'ils puissent se sentir bien voilà donc et quand je bossais en tant que chef de projet, une partie de ma vie c'était améliorer les processus, améliorer des projets et arriver en disant OK, là on va refaire ça. Et par contre, je sais que la dernière mission quand il était temps pour moi d'aller vers ma vraie vocation pleinement assumée, pleinement affirmée, je suis allée dans une mission où du coup on m'avait complètement coupé les ailes et c'était absolument insupportable en plus de me prendre un volume horaire par semaine qui était inacceptable. Vraiment, cette notion de, comme tu dis, Martine, c'est le moment où, en fait, on va te mettre face à des choix aussi, un peu en mode cocotte minute pour que tu changes d'environnement parce que tu peux pas exprimer non plus les qualités qui correspondent à ta vocation. Je sais pas si je suis claire parce que je suis un peu partie dans un détail, mais Comme d'habitude, tu as parlé très vite, comme une italienne, mais, ah, Martine, scusami, mais ça va. excusez-moi. Mais ça va. Ok. Ce que je vous propose, c'est que Ophélia nous a proposé une petite surprise pour les auditeurs. Donc, s'il y a quelqu'un qui a envie de poser une question un petit peu vocation, et il y a Ophélia qui nous a apporté son oracle, parce que moi, je me suis marrée, et je me suis un peu foutue de sa gueule sur le sujet, mais en fait, c'est très sérieux. J'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est énormément de la provoque ce qu'elle a fait. Elle a fait un, un, un tarot de divination qui s'appelle Murmure des vulves. Je l'ai dit assez doucement pour le dire, on va parler murmure des vulves. Effectivement, j'aime beaucoup quand ma vulve me murmure quelque chose. Donc, laissons les vulves murmurer quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans nos auditeurs qui a envie de poser une question par rapport à la vocation au sens large ou une question un petit peu murmure des vulves qui est ce révélateur? Il faudrait juste que tu nous racontes. Alors, Coman, elle dit gelé, il est génial. Ok, ok. Moi, j'aimerais que tu nous expliques juste comment t'en es venu à créer ce jeu. Oui. Alors, bon, puisque ma vocation c'est de l'extase du corps, j'étais bien dedans. Je connaissais pas le HD encore à l'époque, hein. En fait, c'était parti sur un délire tout à fait personnel. Donc moi, je fais de l'accompagnement du féminin à la base, hein. Mhm. Donc tout ce qui est passion vulve, c'était moi, voilà. Et pendant le confinement, je me faisais un petit peu chier. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait là? Le ménage, il est nickel, les enfants, c'est nickel. Je me suis dit, ben, je vais aller observer ma vulve tous les jours pendant tout un cycle menstruel. Et donc tous les jours, j'ai observé ma vulve. Et puis après, j'ai fait un petit dessin, une petite aquarelle. J'ai jamais voilà, est-ce que c'est ma vocation? Est-ce que je suis douée là-dedans? C'est un talent. En tout cas, j'avais jamais fait d'aquarelle. Et puis, je trouve que les cartes, voilà, ça va, elles sont pas tout à fait dégueulasses. Et puis j'ai fait une petite, voilà, j'ai canalisé un petit message à chaque fois et j'ai canalisé un rituel aussi. Et puis Ok. je l'utilisais comme ça dans mes cercles de femmes où je disais, ah ben voilà, à l'envers, je les mettais tous les, les patchwork en A4, A5, A3, enfin c'était vraiment le bazar. Et puis une fois, il y a une cliente qui m'a dit, mais pourquoi t'en fais pas un oracle? Ah ouais, ouais, ok. Tadam. Ah La ouais, c'est vrai, messagère. mais oui.
Voilà. Et après, bon, c'était la partie technique un peu plus pénible parce que c'était vraiment du boulot et ça m'a pas du tout amusé. Mais voilà, mon oracle est né de cette Ça me super rappelle, aventure. ça me rappelle un petit peu la raison pour laquelle je me suis mise à faire du coaching, parce que les gens m'ont dit un petit peu la même chose, m'ont dit, t'es tellement doué dans ce que tu fais, tu devrais faire payer pour le faire. Donc, c'est un peu ce genre d'invitation que nous, les Ouais. projecteurs, on a besoin de recevoir. On a eu une question de Murmure de l'âme. Donc, si tu veux bien jouer le jeu pour Murmure de l'âme, je suis sur un chemin concernant un partenaire de vie. Actuellement, je masse beaucoup d'hommes qui focalisent souvent sur leur partie intime et c'est OK. Donc voilà, est-ce que tu veux laisser un peu les cartes te porter et donner un petit peu d'infos sur le sujet? Yes. Par Alors, contre, je fais. Pierre, pardon. Hein? Non, j'avais pas une blague. J'allais dire, justement, j'aime beaucoup le nom de ton oracle parce que justement, les hommes, souvent, ce serait plutôt haut-parleur pour pénis. Et toi, j'aime bien le côté murmure de vue. Voilà, de vue, je trouve que c'est très, 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 très doux. Oui, bon. Voilà. Oui, et puis en même temps, quand on dessine une vulve, c'est pas pareil que quand on dessine un pénis, hein, parce que Ouais. quand on dessine un pénis, ça fait tout de suite vulgaire. Mhm. Une vulve, c'est pas pareil. Mhm. Alors, salut Faïza, t'avais reconnu? Alors, sur ta question, je vais me poser quand même. Donc, pour être sûr, tu voulais avoir une indication sur ton chemin concernant un partenaire de vie. Ok, bon, bah écoute, on va voir. Salut. Bonjour Marina. Salut Marina. Alors, je sais pas si on voit bien. C'est Baleine dans le ciel qui est venu. Alors, sagesse, mémoire akashique, infusion énergétique. Je vais te lire un petit peu ce que ça veut dire. Parce que c'est sûr que comme ça fait un peu chinois, hein. Je pourrais te poster, si tu veux, Faiza, tout le truc. Alors, la baleine est considérée comme étant la mémoire de l'humanité. Quand nous regardons une baleine, nous pouvons ressentir à travers son regard, à travers ses yeux, tout ce dont elle est porteuse en tant que gardienne de cette mémoire. C'est pourquoi, lorsque nous rencontrons une baleine, nous sommes face à notre propre mémoire. Elle est une enseignante et la transmission qu'elle nous fait est vibratoire. Nous ne le voyons pas, mais nous le ressentons intérieurement. Elle nous transforme. Ces vibrations près de notre corps transportent des empreintes, des souvenirs, des mémoires qui vont agir directement sur notre ADN. Elles nous communiquent ce que nous sommes prêtes à entendre. Elles éveillent des choses concrètes que l'âme sait depuis toujours, mais qu'elle n'a pas pu transmettre au corps physique. La baleine aide l'âme et les cellules du corps à refusionner. C'est vachement intéressant. On est sur le sujet de la vocation. Ouais. Et là, il y a quelque chose qui dit, il y a l'appel d'âme, en fait. Il y a le but de, tiens, ici, en fait, on allait chercher loin dans la mémoire, mais pas seulement sa mémoire de soi, la mémoire de l'humanité, la mémoire vraiment universelle, où se trouve quelque chose pour soi. C'est vachement intéressant, Faiza. Là, tu as un message qui est super. Elle est en train de dire, va chercher, en fait, pas avec nostalgie, hein, mais va chercher quelque chose dans le passé, tu vas avoir une réponse. Et ta réponse, elle va certainement se révéler. Enfin, moi, c'est comme ça que je le comprends. En plus, comme ça que j'ai un peu perçu quand j'ai vu la carte. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est vraiment aller chercher dans les mémoires de ce qui est déjà. Alors peut-être que du coup, ce partenaire de vie qui se présente à toi, ça va être peut-être quelque chose qui a déjà été vécu dans le passé, hein. Mm, Et mm. je t'enverrai ton petit rituel si tu veux, ou je le posterai en dessous de la vidéo pour Trop cool. celles qui ont envie de jouer aussi. Trop cool, c'est génial. On arrive un peu au terme de notre émission. Je suis désolée, c'est un petit peu court, mais on n'a pas trop le choix. Instagram nous limite aussi un petit peu dans le temps. En tout cas, merci Faiza pour ta question et merci pour ce tirage. Ophélia, c'était super de nous faire découvrir ton oracle. Et la dernière question, c'est que notre invité précédent
pose une question au prochain invité. C'est un peu, donc tu nous donneras aussi ta question, Ophélia, pour la prochaine personne. La question que nous a posée Adélia, donc la semaine dernière quand on parlait de pâtisserie, c'était Ophélia, qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais enfant? Ah, c'est très drôle. J'aime beaucoup cette question. Moi aussi. Alors, très jeune enfant, je voulais être dresseuse de dauphins. Oh. Voilà, mais dans un delphinarium là. Après, j'ai vite compris que la misère des dauphins, ils étaient pas heureux. Et puis, quand j'ai grandi après, j'ai fait l'hôtellerie-restauration et parce que je voulais ouvrir un orphelinat pour des enfants philippins. Et je me suis dit bah, que je suis pauvre, donc il me faut des sous. Et je vais ouvrir un hôtel-restaurant qui pourvoira à l'orphelinat. Voilà, j'avais déjà une idée un peu rocobolesque de ce que serait ma vie. Voilà, après la restauration, je me suis rendu compte que fallait cramer de ouf pour y arriver. Donc j'ai un peu laissé tomber cette idée. Mais voilà. Très intéressant. Maud, je te pose la question aussi de qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais petite? Moi, quand j'étais petite, je voulais une ferme avec des animaux qu'on mangerait pas. Donc, j'ai toujours cette envie. Je me suis dit que quand j'aurais passé le stade de mon 4-6, j'aurais une ferme avec des animaux que je ne mangerais pas et dans lequel j'aurais un atelier, effectivement. Et j'avais ça. Et puis après, j'avais effectivement cette envie de créer des meubles, donc enfant. Mais c'est pour ça que c'est intéressant aussi la question de la vocation, c'est que j'avais quand même déjà toute cette ouverture, mais j'avais pas encore cette vocation pour l'astrologie, la guidance, mais il y avait déjà quelque chose de l'ordre de la sensibilité, comme tu viens de le dire toi, Ophélia, pour toi. Et toi, Martine? Oh bah je vais le faire brièvement. Ma maman se foutait de ma gueule quand j'étais enfant parce que un jour elle m'a demandé ce que je voulais faire et que j'ai dit que je voulais être boulangère, danseuse et présidente. J'adore. Voilà. Ah, Voilà. Je pense que c'est quand même assez venu assez vite le fait de vouloir écrire. C'est quand même venu. L'adolescence, c'était vraiment un truc qui me taraudait déjà. C'est une prof de français qui m'a inscrit à un concours d'écriture parce qu'elle trouvait que c'était vraiment là. Mais voilà. En tout cas, on te remercie infiniment, Ophélia, pour ce partage, pour être venue dans notre émission. On se réserve le droit de te réinviter pour une nouvelle émission. Et on était très contents. Merci aux gens qui ont participé. Merci pour vos informations. Et puis, c'était une super information. c'est super, merci. Merci beaucoup les filles. Au revoir. À bientôt. À bientôt.